c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Quoi mettre sur les fesses de bébé? Cette question est a priori banale, pourtant il y a plusieurs façons de se la poser. C'est ce qu'a fait Nadège Vion. Cette gérante de boutique de puériculture écologique n'est pas entrée dans ce domaine de vente par hasard. À la base, il y a une occasion de reconversion professionnelle et un penchant prononcé pour les produits maternels et de bébés. Mon premier objectif vraiment pour mes enfants, du moins pour mon premier bébé, c'était de savoir ce que je lui mettais sur les fesses. Voilà, donc c'est parti des couches lavables et puis pareil les lingettes jetables. Ça me posait un peu question de savoir que le produit il reste sur les fesses, que ça reste assez gras et qu'il y a du parfum, qu'il y a pas mal de produits dedans incertains, enfin du moins qu'on ne connaît pas trop. Et donc je suis partie là-dessus, j'ai fait des couches et des lingettes pour mon fils. Et une chose en amenant une autre avec les amis à qui j'offrais, etc. Moi, j'ai monté ma propre entreprise. Aujourd'hui, Nadège vend ses produits sur Internet ou à son domicile. Ce sont des produits de soins pour bébés et mamans issus de l'agriculture biologique, des couches et des lingettes lavables. Des produits fabriqués localement ou en France pour pouvoir assurer une traçabilité, surtout de la matière première. Maintenant, on propose des produits beaucoup plus adaptés, on va dire, à un bébé. C'est plus des langes, les coupes sont différentes. Ça ressemble vraiment à une couche jetable, avec des fermetures à pression ou à velcro, à scratch, pardon. Et donc, c'est plus du tout aussi difficile, on va dire, qu'avant. Et puis, on a nos machines à laver. Avant, on n'avait pas forcément tout ça. La couche lavable a évolué. Pour parler de ces produits, Nadège organise d'ailleurs des réunions d'information pour mettre fin parfois à des idées reçues. Il y a un a priori qui reste, ça c'est certain, mais justement le fait de montrer aux gens, d'informer, ça va leur permettre de tester, pourquoi pas de voir d'eux-mêmes que finalement c'est un pli à prendre et une fois qu'il est pris, c'est assez facile de le garder, quoi. Je vous rassure, il y a un petit voile qui ressemble à un voile papier qui est entièrement biodégradable, qui se met au fond de la couche et qui permet de récupérer les selles de bébé. Donc ça, on peut le jeter dans la poubelle ou dans les toilettes. Pour habiller maman, papa et bébé, les visiteurs du Salon du développement durable peuvent s'initier à la couture et au modélisme. C'est une modéliste nancéenne qui anime. Mélanie Claude fait du neuf avec de l'ancien. Elle recycle les meilleures matières pour en faire des habits du quotidien. On trouve des bonnes matières qu'on ne trouve plus maintenant. Au lieu d'acheter une matière première qu'on payera très très cher, on l'a à moindre coût, c'est encore plus de la meilleure qualité, ça a tenu le coup et autant la réutiliser. Par exemple avec des vieilles serviettes de bain en bonne qualité d'éponge, les recycler en peignoir en faisant un patchwork pour avoir un bon peignoir. Allez, il faudrait trouver un autre tissu pour la prochaine. Et les fleurs, tu préfères pas les coller? Oh si, elle veut bien. Il est repassé, vous les coudre. Ah, non, ça attention, ça on l'utilise. C'est pour le t-shirt de Véronique. Tout le monde s'y attendait, ça fait déjà un bout de temps qu'on traîne comme ça et puis on s'y attendait, quoi. Lors de la dernière audience, on s'y attendait un peu. On avait une offre d'un repreneur, M. Wenberg, mais comme l'offre n'était pas assez étoffée, on se doutait bien que le tribunal avait trop de questions sans réponse sur la pérennité de l'emploi, donc du coup, non, ça ne nous a pas vraiment choqués. On est déçus, mais pas choqués. Les 109 salariés savent désormais à quoi s'attendre. Ils vont être licenciés. Le tournant décisif dans la chute et dans finalement la mort de Holman a été la journée du 17 janvier 2011, date qui correspond au dépôt de bilan du groupe allemand Schlott auquel appartenait Holman. La première entreprise à s'être installée sur le site de l'Europol à Ambach a ensuite à son tour déposé le bilan. Placée en liquidation judiciaire secondaire, elle a obtenu du tribunal de Sarreguemines à plusieurs reprises le droit de poursuivre ses activités de reliure. Un sursis qui aura finalement duré plus d'1 an avant la décision de fermeture prise mardi. Ça fait mal au cœur, mais voilà, il n'y a pas que nous, il y en a plein actuellement. Tous les jours, il y a des usines qui ferment et puis voilà, quoi. Mais ça fait mal au cœur, quoi. Après 19 ans de travail chez Holman, voilà, quoi.
Après, je me dis que bon, moi je suis près de la retraite, alors qu'il y a d'autres jeunes qui ont vraiment besoin de travailler et puis qui sont là, et puis voilà quoi. Qu'est-ce qui vous déçoit le plus? C'est le fait que Wennberg n'ait pas fait une proposition plus détaillée ou c'est la décision du tribunal? Les deux. Le tribunal aurait pu, puisque nous avons déposé une motion, donc ils auraient pu nous donner 3 semaines, 1 mois pour que vraiment on puisse faire comprendre les lois françaises à M. Wennberg qui est allemand. Maintenant, M. Wennberg il s'est manifesté depuis août l'année dernière, il aurait pu lui se renseigner de son côté et nous donner tous les cartes en main pour qu'on puisse avoir ce mois de délai. Lors de ces dernières semaines, plus aucun client n'avait donné de travail à Holman. Une frilosité due à l'incertitude concernant le devenir de la société. Cette attitude renforçait la morosité du marché de la reliure de catalogue qui souffre de la concurrence d'Internet. Holman continuait de faire des pertes et le tribunal a donc tranché. Les salariés savent désormais qu'ils seront licenciés, mais le combat continue pour améliorer leurs conditions de départ. Aujourd'hui, on va se battre pour que les salariés aient le droit à une CSP, un contrat de sécurisation professionnelle qui personnalisé, en espérant que l'État nous aideront à l'avoir, parce que les lois ils ont changé et pas en notre faveur. Donc on va déjà se battre pour ça, comme ça chacun sera suivi ou par des formations ou par une aide quelconque pour retrouver rapidement un travail. Les salariés devraient quitter la société en recevant une indemnité légale, une somme d'argent à laquelle s'ajoute l'allocation chômage ou la CSP pour les salariés qui préfèrent cette seconde option. Le parcours sportif international de Mathieu Sprick a été salué par le maire de la ville, l'adjoint au sport et les représentants du service des sports. Il s'est vu remettre un cadeau, une médaille de l'Assemblée nationale. Il a lui-même distribué son nouveau maillot. On a su hier qu'on est pris pour le Tour de France 2012. Donc je pense que c'est une étape hyper importante. Maintenant, il n'y a que 9 places dans une équipe. Donc il va falloir aussi trouver sa place et pouvoir y aller. Donc c'est l'un des objectifs de l'année. Et pour ça, après, il y a d'autres courses avant où il va falloir se montrer et être performant. Donc voilà, mais le gros objectif, c'est sûr que ce serait d'être au départ du Tour de France. Parce qu'il y a une belle arrivée à Metz et ce serait quand même sympa pour un Lorrain de faire quelque chose là-bas. Allez, hop là. Et voilà, ben, on va applaudir. Le bâtiment est inauguré. Voilà. Ça en découpe aussi? Non. Après 17 mois de travaux, le nouveau bâtiment GACO est sorti de terre. Situé entre les locaux de la direction de l'IUT et le centre universitaire, il dispose d'une superficie de 812 mètres carrés. Ont notamment été aménagés un amphithéâtre de 146 places, 7 salles de cours et 5 bureaux. De nombreux présidents étaient présents lors de l'inauguration, notamment celui de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. La collectivité a assuré la maîtrise d'ouvrage du bâtiment, dont elle est également propriétaire. Je le trouve superbe et si j'étais étudiant, je pense que je m'y sentirais très bien. Il est accueillant, il est très lumineux et je crois qu'il a tout pour plaire à nos jeunes. Le responsable de l'IUT de Moselle-Est pense que cette nouvelle installation va permettre de doubler le nombre d'étudiants inscrits dans le département gestion administrative et commerciale. Auparavant, seules 2 salles de cours étaient disponibles pour GACO. Ce bâtiment, il est dimensionné pour environ 150 à 180 étudiants. Actuellement, nous en avons 75, mais avec les projets que nous disposons sur les 3 ou 4 ans à venir, je pense que nous pourrions atteindre ce chiffre assez facilement. 2 volontés guident les actions de l'IUT pour le département GACO. Celle de développer le caractère transfrontalier des formations et l'aspect création-reprise d'entreprise. En septembre 2011, une licence en entrepreneuriat et gestion des petites et moyennes organisations a ouvert. Les responsables envisagent de multiplier ce type de formation et de permettre aux demandeurs d'emploi d'en bénéficier. Dans l'immédiat, la rentrée 2012 coïncidera avec l'ouverture du DUT par apprentissage. Quant au nouveau bâtiment GACO, qui a coûté 2 035 000 €, avec la participation financière de l'État, du FEDER, du FIBM, de la région et du département, il sera mis à la disposition des étudiants dès la fin de ces vacances de Pâques. Avant, après. Moins d'1 an sépare ces 2 images, mais le bâtiment a déjà considérablement changé. La halle Cernam suscite un regain d'intérêt. Bichonnée par des entreprises locales, elle aura bientôt ce nouvel aspect, à la différence près que le parking n'aura pas d'escalier. On est parfaitement dans les temps, on a eu de la chance puisqu'on n'a pas eu un hiver très rude, un peu froid qui a bloqué le chantier une quinzaine de jours.
Mais pour le reste, on est largement dans les temps et les livraisons qui sont prévues en août se feront normalement. Au jour d'aujourd'hui, la toiture et le terrassement sont terminés et les ouvriers s'attaquent au réseau intérieur. La dalle devrait être coulée la semaine prochaine et la verrière posée dans 15 jours. Un élément architectural de 6 mètres de large et de 100 mètres de long, comparable à celle que possédait le bâtiment existant. La volonté des promoteurs immobiliers est de conserver au maximum les éléments de la construction originale. Il en va ainsi du grès des Vosges. Les pierres renettoyées retrouveront leur beauté originale. Les constructeurs ont su faire une force d'une des spécificités du bâtiment. Au début, on avait prévu d'avoir une charpente reposant sur des poteaux intermédiaires. Et puis avec des études complémentaires, on s'est aperçu que les murs qui font déjà 60 cm d'épaisseur étaient fondés par des fondations en arche, à la fois sous le mur principal mais aussi sous le quai. Ce qui fait que la stabilité ne pouvait pas bouger. Et après étude, on s'est aperçu qu'on pouvait poser la charpente d'un seul tenant sur chaque mur et d'éviter ainsi les poteaux intermédiaires. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec des portées de 28 mètres, aucun poteau, ce qui est vraiment un atout pour nos clients qui peuvent aménager leur bureau exactement comme ils le conçoivent. Mais si, comme dans de nombreux chantiers, il y a eu une bonne surprise, il y en a également eu une mauvaise. Compte tenu de doutes sur sa solidité, un mur qui scindait le bâtiment en deux a été démoli. Il s'est avéré en fait que ses fondations, suffisamment robustes, auraient pu permettre de le conserver. Il sera finalement reconstruit. Sans que cette mésaventure n'entraîne une hausse du montant global de l'investissement qui s'élève à 3 500 000 €. Les promoteurs immobiliers s'occupent de la construction du bâtiment dont ils seront propriétaires. Ils vont ensuite le louer une fois le chantier terminé. Sur ce point également, les affaires sont bien engagées. Le premier locataire, c'est Pôle emploi, qui prend quasiment la moitié du bâtiment, puisqu'ils vont ouvrir leur agence qui est prévue fin d'année 2012 ici. Le deuxième locataire, gros locataire, c'est l'Institut supérieur de formation de coiffure et d'esthétique, l'ISFEC, qui va prendre 500 mètres carrés. Qui lui va ouvrir à la rentrée prochaine, donc au mois de septembre, et qui sera opérationnel. Nous avons des discussions bien avancées sur un local qui se situe ici d'environ 150 mètres carrés pour du service, et puis une autre surface d'environ 250 mètres carrés à l'autre bout du bâtiment. Donc aujourd'hui, officiellement, il nous reste à peu près 800 mètres carrés à commercialiser. Et si les contacts que nous avons se mènent au bout, il restera environ 500 mètres carrés, ce qui fait que les 2 tiers sont commercialisés. 6 mois avant la finition du chantier, on est plutôt content et satisfait. En plus des 2800 mètres de bâti, un parking de près de 120 places sera mis à la disposition des locataires. Un centre thermal en Sarre, c'est une idée qui chemine depuis la fin des années 80 pour aboutir, en 2005, à la création d'une société pour le portage du projet. À l'automne 2010, la première pierre est posée. En juillet 2012, l'établissement devrait toucher à sa fin. Les Thermes de Sarre seront un espace sur 2 étages consacré au bien-être et fait de bains, de saunas, de hammams et de salles de massage et de relaxation. Le concept est plus proche des bassins arabes que des bassins à la romaine. Les bassins arabes, vous avez un bassin hydrothérapie, un bassin alcaline pour la désacidification du corps et un bain vital qui l'eau est minéralisée et vous avez des jets de massage. Et les bains romains, c'est plutôt seulement de l'eau chaude. Cette structure de tourisme de santé est le fruit d'un partenariat privé-public avec le soutien financier massif du Land de Sarre en partenariat avec le Regional Verband de Saarbrück, la commune de Klein-Blittersdorf et la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. La CASC a signé en mai 2009 un accord pour la participation à hauteur de 5% du capital social de la société Thermalbad et octroyé une avance de 45 000 € pour la réalisation des opérations. L'agglo franchit un pas de plus en signant une convention de partenariat touristique, car la compétence est entrée il y a peu dans le giron communautaire. C'est surtout un merveilleux partenariat dans le cadre européen, puisqu'on a donc cet échange avec nos partenaires allemands.
Et en quelque sorte, c'est une belle image pour véhiculer les personnes pour le tourisme dans notre région. Je crois que le tourisme, c'est quelque chose de très important, où on a une très très belle carte à jouer. Je crois que c'est un moyen d'attirer beaucoup de visiteurs vers ces termes déjà, et puis par les termes de les attirer vers chez nous pour leur faire découvrir notre magnifique région, nos restaurants, nos beaux paysages, nos étangs et plein de choses encore. D'après les études prospectives, les thermes de Sarre pourraient attirer annuellement entre 200 et 250 000 visiteurs. Ouverture prévue le 2 septembre 2012. Voilà la perspective que la gare de Sarreguemines aura au milieu de l'année 2014 si les délais de réalisation du pôle d'échange multimodal sont respectés. 50 gares en Lorraine, dont celle de Sarreguemines, ont été choisies pour être rénovées. Sarreguemines, la gare est importante, il y a des flux transfrontaliers, un certain nombre de clients, et les abords de la gare n'étaient pas très efficaces. Le stationnement, c'était plutôt du stationnement sauvage, et on pense que sur l'intermodalité et la multimodalité, il y avait des choses à faire. On est toujours intéressé par le fait de ramener des clients en gare et que les clients puissent se garer facilement s'ils viennent en voiture, puissent venir facilement en bus ou en taxi, ou à pied ou en vélo. Donc c'est pour ça qu'on développe les pôles d'échange multimodaux. L'aménagement est prévu pour les trains, les piétons, les automobilistes, les bus et les vélos, avec un intérêt particulier pour les personnes à mobilité réduite. Le pôle d'échange s'étend sur une superficie de 23 200 m², comprenant les actuelles gares routières et ferroviaires. Le tout sera sans marche et sans escalier. Le parvis de la gare sera rehaussé et mis à niveau avec la plateforme accueillant les voyageurs. 278 places de stationnement vont être créées. S'ajouteront 10 autres, identifiées comme étant des déposes minutes, 6 places pour les taxis, 41 pour les vélos et 27 pour les bus. Les automobilistes, qu'ils prennent ou non le train, pourront occuper gratuitement les places de stationnement qui leur seront réservées. L'intérêt des partenaires financiers est néanmoins de favoriser les modes de déplacement collectifs, train ou bus, ou doux comme la marche à pied ou le vélo. La ville de Sarreguemines, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, la région Lorraine, l'État, l'Europe et la SNCF sont impliqués. Le montant du projet s'élève aux alentours de 4 millions d'euros. C'est tout un quartier qui va changer de visage, qui va se moderniser, qui va être réhabilité. Et je dirais qu'on y rajoutera, outre l'espace, outre le parvis de la gare, on y rajoutera l'avenue de la gare qui, à la suite des espaces partagés, trouvera également un visage nouveau. Le démarrage des travaux est prévu à la fin de cette année. Le chantier sera découpé en plusieurs phases. La mise en service est envisagée mi-2014.